Bonjour et bienvenue à la série de balado-diffusion de la Ville d'Ottawa, Ottawa, où nous parlons avec le personnel ainsi que les personnes résidant à Ottawa des programmes, des projets et des initiatives de la Ville. Aujourd'hui, nous prêtons notre Ottawa aux déchets et au recyclage. Notre indicatif musical pour débuter cet épisode s'intitule Sea Riff par JMT. Nous commençons et terminons chaque balado avec une pièce musicale présentée sur la liste de lecture Tempo de la Ville sur SoundCloud. Vous trouverez un lien vers notre liste de lecture dans nos notes de l'épisode et vous pourrez entendre un petit peu plus la chanson de JMT à la fin de notre balado. Une raison de plus de rester jusqu'au bout. Je m'appelle Nathalie Lemire et je suis coordonnatrice des services en français à la Direction des services en français et des élections municipales du Bureau du greffe. Je m'occupe de tout ce qui touche à la politique de bilinguisme municipal et à l'offre active de services dans les 2 langues officielles et aussi de l'organisation d'événements spéciaux pour célébrer la francophonie. Et je m'appelle Aziz Khalil et je suis agent des relations avec les médias pour les services de l'information du public et des relations avec les médias. Je fais partie d'une équipe qui répond aux appels des médias et organise des entrevues avec le personnel municipal, entre autres choses. Nous sommes ravis de vous parler aujourd'hui des déchets et du recyclage, ainsi que la limite de 3 articles à jeter de la Ville. Nous répondrons aux questions suivantes. Pourquoi avons-nous une limite de 3 articles à jeter? Et comment ça se passe jusqu'à maintenant? De plus, nous allons découvrir ce que nous réserve l'avenir en matière de déchets et de recyclage à Ottawa. Pour répondre à certaines de ces questions, nous discuterons avec Alain Gontier, le directeur général de la Direction générale des travaux publics. Restez avec nous, Ottawa. Nous allons parler ordures. Avant de commencer, nous avons un peu de poutine interne à vous communiquer. Les programmes et les services de la Ville dont nous parlons dans ce balado figurent dans les notes de l'épisode, et ce, peu importe où vous nous écoutez. Autrement, vous pouvez les trouver sur le site web de la Ville, ottawa.ca/fr. Les notes de l'épisode contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la Ville, où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Si vous avez un commentaire ou une question sur l'un de nos balados, envoyez-nous un message à podcast-balado@ottawa.ca. Alors, parlons recyclage. Chez moi, par exemple, Aziz, on facilite le tri des déchets de la boîte verte en utilisant un petit contenant dans la cuisine, strictement pour les résidus organiques que l'on vide par la suite dans le bac vert situé dans le garage. Donc, ça fait un peu loin dans le garage, ça va mieux dans la cuisine. Mais aussi, en effectuant de la recherche pour ce balado, j'ai décidé, puis il va falloir que je consulte ma famille, bien sûr, mais j'ai décidé qu'on allait faire la même chose dans nos salles de toilette afin de récupérer les mouchoirs. Je pense que ce serait une bonne habitude à développer. Et toi, Aziz, dis-moi, avez-vous des petites habitudes, des petits trucs que vous utilisez chez vous? Oui, bien sûr, Nathalie. Comme chez nous, c'est la même chose. Dans la cuisine, nous avons intégré le tri de déchets dans notre routine quotidienne. On a un petit bac vert vers le sous-l'évier pour les restes de la nourriture et les déchets organiques. Et vraiment, ça rend facile de jeter des choses comme, par exemple, le café moulu, les pelures de légumes et les restes de repas. Et aussi, on a également installé un bac dédié spécifiquement pour les cartons, les papiers, et c'est situé dans l'armoire d'aliments de cuisine. Et c'est fait pour simplifier et faciliter le recyclage. On a pris l'habitude de vérifier les étiquettes aussi, et c'est pour assurer que les articles sont triés correctement. C'est un petit effort qui fait une grande différence.
notre invité en sait quelque chose, n'est-ce pas? En effet, Alain Gontier est ingénieur professionnel agréé et possède plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et des services municipaux, la plupart du temps au service de la Ville d'Ottawa. Depuis qu'il s'est joint à la Ville en 1998, il a occupé les postes suivants, pour n'en citer que quelques-uns. Gestionnaire de la gestion des actifs, directeur des services d'infrastructure, directeur des services des routes et du stationnement, directeur général adjoint de la Direction générale des travaux publics et de l'environnement, et depuis 2022, Alain est le directeur général de la Direction générale des travaux publics. Il a joué un rôle de premier plan dans la supervision de projets, notamment en ce qui concerne la Galerie d'art d'Ottawa, le tunnel de stockage des égouts unitaires, la passerelle Flora et la conception d'Adisoke. Il est également l'ancien président du Réseau canadien des gestionnaires d'actifs. Alors bon, nous pourrions continuer longtemps sur cette lancée, n'est-ce pas, Alain? Et peut-être qu'un jour, nous le ferons. Mais nous sommes ici pour parler de la limite de 3 articles à jeter. Alain, bienvenue à Ottawa. Merci pour l'invitation. Allons-y dans le vif du sujet. Alain, avec un parcours aussi diversifié, pourquoi vous intéressez-vous à la collecte des déchets solides à Ottawa? Vraiment l'intérêt au niveau du service qu'on livre à la population et à la collectivité. Donc, j'apprécie l'historique de mon passage avec la Ville, mais vraiment le point commun de toutes ces expériences sont comment est-ce qu'on continue à livrer le meilleur service qu'on peut aux résidents de la Ville d'Ottawa, à la collectivité. Lorsqu'on regarde des travaux publics, ce sont tous des services qui ont un impact directement sur les résidents. Et la collecte des ordures ménagères est un des services qui est probablement les plus critiques pour les résidents. Donc, l'intérêt est vraiment pour les résidents. Et depuis le 30 septembre, la population d'Ottawa qui profite de la collecte des déchets en bordure de rue doit respecter une limite de 3 articles à jeter. Donc, pourquoi la Ville d'Ottawa a-t-elle fait ce changement? Ça fait que si on tourne un peu en arrière, j'ai parlé des services qu'on livre aux résidents, à la collectivité. Ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on livre le meilleur service qu'on peut, mais aussi minimiser les coûts pour les résidents. Et lorsqu'on regarde la collecte, la gestion des ordures, il y a deux éléments principaux qui nous ont incité à mettre une limite plus, je dirais, un petit peu plus sévère au niveau de comment est-ce que les gens peuvent mettre en bordure de route. Un, c'est notre décharge du chemin trail, qui est plus ou moins le site d'enfouissement de la Ville, a une capacité limitée. On parle d'un minimum de 10 ans, possiblement un peu plus, mais on peut en parler plus longuement bientôt. Mais un, c'est qu'on a une limite de capacité. On a aussi, ce qu'on a vu au niveau des sondages qui ont été faits, les investigations qu'on a faites au niveau de qu'est-ce que les gens déposent en bordure de rue, c'est qu'on voit que plus que la moitié des déchets sont vraiment pas des déchets, c'est des choses qui pourraient être mises dans les bacs verts au niveau de matière organique ou dans les bacs bleus ou dans les bacs noirs. Donc, on veut aussi sensibiliser la population que, on a une capacité finie au niveau du site, mais aussi que, juste en changeant nos habitudes, qu'on peut aussi minimiser ou réduire au moins le montant de déchets qui sont acheminés à notre décharge. Et à quel point les personnes qui habitent à Ottawa se sont-ils adaptées à ces changements? Je dois lever mon chapeau aux résidents de la Ville d'Ottawa. Ce qu'on a vu du début, lorsqu'on a lancé les changements à la fin septembre au niveau de la limite, c'est que même à ce moment-là, on voyait un très petit pourcentage des résidents qui n'étaient pas conformes. Donc, on parle de 1%, même à moins que 2% des résidents qui excédaient la limite de 3. Et je dirais qu'à l'intérieur d'un mois, on a déjà vu une réduction au point où présentement, on voit un très petit pourcentage des résidents qui ne sont pas conformes. Je veux dire chapeau aux résidents parce que,
Je pense qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on met de l'emphase sur essayer de réduire le montant de déchets, mais aussi, comme ville, on a mis beaucoup d'emphase au niveau de la communication avec les résidents. C'est pas quelque chose qu'on a lancé du jour au lendemain pour dire, bon, OK, à partir de demain, on change de limite. Il y a eu beaucoup de temps pour être capable de s'adapter au changement. Et même lorsque le changement est venu en effet, on a eu une période de transition. Puis cette période de transition-là nous a permis de vraiment communiquer avec les résidents de fait très étroite. On avait un groupe d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui ont cogné à des milliers de portes pour vraiment essayer d'informer les résidents au niveau des changements qui venaient, le pourquoi, mais aussi pour outiller les résidents, pour indiquer, OK, voici comment vous pouvez changer vos pratiques, puis être à l'intérieur de la limite de 3. On reconnaît qu'il y a certaines conditions où les résidents ne peuvent pas respecter cette limite-là. C'est pour ça qu'on a des programmes spéciaux pour être capable de donner aux résidents les options pour être capable de conformer plus ou moins aux limites qui sont exigées. Donc, à ce que j'entends, les résidents d'Ottawa se conforment vraiment aux limites qui ont été établies grâce à une très bonne campagne de communication et aux ambassadeurs qui ont fait leur travail avant ce changement-là. Cela dit, dites-moi, Alain, avant le changement, est-ce qu'on craignait que ça entraîne des déversements illicites de déchets? Et puis, d'après ce que vous avez vu, est-ce que ça s'est produit? Je suis content que tu abordes ce sujet-là parce que le problème de déversement illicite de déchets a toujours existé. Ça a existé long avant qu'on parle même de changer la limite des déchets. Ce qu'on voit, c'est souvent dans les fossés, dans les parcs, des pneus qui ont été juste déposés, des résidus de projets de construction, de projets de rénovation. Donc, c'est quelque chose qui est de longue date. Ou des sacs de poubelle sur le bord des routes. Oui, absolument. Donc, c'était une problématique qu'on vit avec depuis longue date. On anticipait une augmentation de ces déversements-là avec le changement. Vraiment, ce qu'on a vu, c'est une petite augmentation dans le premier mois du changement, puis depuis ce temps-là, ça s'est stabilisé. Donc, je dirais pas que la situation est pire maintenant qu'elle était avant. C'est une réalité qu'on continue à essayer de gérer. Puis c'est pour ça qu'on continue à fournir de l'information aux résidents, à la collectivité au niveau de l'importance de comment est-ce qu'on gère nos déchets. Puis, on essaie d'outiller aussi les résidents avec de l'information et aussi avec un moyen plus facile d'être capable de rapporter s'ils voient ces situations dans leur parc, comment est-ce qu'ils peuvent rapporter cette information-là, soit sur ottawa.ca ou en communiquant avec le 3. On peut dire que la population d'Ottawa, on est des gens qui sont engagés par rapport à l'environnement, par rapport aux règles municipales et puis, comme on disait, grâce à une bonne campagne de communication et des outils pour les résidents afin qu'ils puissent savoir quoi faire dans les situations quelconques. C'est certainement aidant. Dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la taille des conteneurs à ordures et pourquoi cet intérêt? C'est intéressant comme dossier parce que vraiment la taille des conteneurs existe depuis plus qu'une dizaine d'années. Donc, tous les travaux qu'on a faits avec la communauté, les membres du conseil au niveau du changement des limites, on n'a jamais vraiment parlé de l'emphase sur la capacité des conteneurs parce que c'est pas quelque chose qui changeait. Ça restait inchangé. Ce qui a changé, c'est la limite de qu'est-ce que les gens peuvent mettre en bordure de rue. C'est un peu plus ou moins une prise de conscience pour nous. C'est lorsqu'on a implémenté le changement, il y avait des résidents qui avaient des contenants qui avaient une capacité autre que 140 litres. Puis il y avait plusieurs résidents qui cherchaient pour avoir, je ne trouve pas un contenant de 140 litres au Home Depot ou au Rona ou à ma quincaillerie. L'intention était toujours une capacité jusqu'à
140 litres. Et la raison pourquoi elle est jusqu'à 140 litres, c'est qu'on ne contrôle pas comment est-ce que les manufacturiers vont fabriquer leurs contenants. Donc, on a des contenants qui sont à 121 litres, à 126 litres. C'était pour donner une certaine flexibilité et non de dire, OK, ça doit être un contenant exactement de 140 litres. Donc, il y était quand même quelque chose au niveau de notre communication qu'on est obligé d'ajuster pour essayer d'informer les résidents, de dire, ce changement-là est là depuis longue date. L'emphase était sur pourquoi est-ce que cette limite-là est importante. Et la raison pourquoi la limite est importante est vraiment pour la santé et la sécurité des employés qui doivent plus ou moins vider ces contenants-là à chaque jour. Lorsqu'on parle d'un employé qui fait la collecte des déchets, cet employé-là va ramasser jusqu'à 10 tonnes de déchets, va marcher jusqu'à un demi-marathon. Donc, un contenant, peut-être, les résidents peuvent dire, c'est juste un contenant ou 2 contenants. Mais là, on parle de... À la longue, dans une journée, ça peut devenir lourd. Ça peut devenir lourd. Donc, ça nous permet de dire, OK, on doit mettre l'emphase sur pourquoi est-ce que le 140 litres est important, puis c'est vraiment un élément de santé et sécurité. Ce qu'on a dû s'ajuster aussi, c'est qu'il y avait des résidents qui avaient des contenants qui étaient de 240 litres. Et au fil des années, parce qu'on n'a pas mis autant d'emphase sur vraiment mettre en force l'arrêté municipal, nos employés continuaient à ramasser ces contenants-là. Maintenant, avec vraiment l'emphase sur comment est-ce qu'on applique l'arrêté municipal, mais là, à ce moment-là, on a commencé à indiquer que ces contenants-là, on ne sera plus en mesure de les ramasser. Donc, maintenant, on a une période de transition jusqu'au début mai, où ce que les résidents qui les ont déjà peuvent continuer à les utiliser, mais après cette période-là, vont devoir se rendre conformes avec la limite de 140. Et vraiment, le but de ça, c'est vraiment de la santé et la sécurité de nos employés. Donc, ils reçoivent un avis et ils ont X nombre de semaines pour s'y conformer. Absolument. Parfait. Et au cours du changement en automne, on a vu beaucoup de commentaires qui reviennent souvent sur nos réseaux sociaux qui portent sur le fait que le programme semble pénaliser les grandes familles. Donc, est-il juste d'exiger que ces grandes familles respectent la même limite qu'une personne qui, on va dire, habite seule? C'est définitivement un sujet qu'on s'est penché lorsqu'on élaborait la modification à la politique. Et ce qu'on essaie d'offrir, c'est plus ou moins des options pour reconnaître qu'il y a certaines familles qui vont avoir des plus grands besoins. Ce qu'on essaie d'établir, c'est quand même une certaine base où ce que tous les résidents qui payent un certain taux ont essentiellement le même service. On a regardé aussi le niveau, comment est-ce que les gens se conformaient plus ou moins avant même qu'on implémente le changement. On voyait qu'il y avait déjà 85% des résidents qui étaient conformes même avant qu'on implémente le changement. Donc, on savait qu'il y avait quand même un pourcentage qui devait s'ajuster. Et c'est de là est venu quelques programmes. Le programme des sacs jaunes. Le programme des sacs jaunes l'emphase était pour les propriétés qui ne peuvent pas se conformer aux limites de toit. Puis ça peut être très saisonnier, ça peut être une collecte ici et là. Peuvent se faire valoir des sacs jaunes. Puis à ce moment-là, là, ils peuvent déposer un article additionnel sur la collecte. On a aussi un programme de collecte spéciale pour les résidents qui ont soit des couches, des produits d'incontinence, des produits médicaux qui ne peuvent pas recycler. Et s'ils s'inscrivent au programme, la collecte est faite en alternance de leur collecte des déchets. Puis pour les fermiers, on a aussi une exemption agricole pour les produits qui sont vraiment des sous-produits agricoles qu'on reconnaît que les fermiers ne pourront pas soit recycler ou avoir un autre moyen de disposer. Avec le temps, on essaie de s'ajuster aux réalités que les résidents vont faire, mais on reconnaît que dans certains cas, oui, certains vont être obligés de payer un peu plus pour acheter des sacs jaunes, mais c'est leur option aussi pour être capable de gérer plus ou moins les déchets de leur propriété. Et finalement, quelles sont les prochaines étapes pour les déchets et le recyclage à Ottawa?
C'est vrai que maintenant qu'on a passé les derniers 5 ans sur l'élaboration d'un plan de gestion des déchets solides qui, plus ou moins, c'est un plan pour les 30 prochaines années. Comment est-ce qu'on va gérer les déchets à la Ville d'Ottawa? On a 50 actions qui découlent de ce plan. Donc, maintenant, c'est vraiment sur l'implémentation des différentes actions. Ça fait beaucoup d'emphase présentement sur... on a des stratégies pour essayer de prolonger la vie de la décharge du chemin trail, mais on reconnaît que ce prolongement-là nous donne une période très limitée. Donc, on doit penser sur quelles sont les solutions après la décharge du chemin trail. Est-ce qu'on regarde pour un nouveau site d'enfouissement? Est-ce qu'on regarde pour une nouvelle technologie pour la gestion de nos déchets? Ça va être un dossier quand même à suivre avec les membres du conseil. Les matières organiques, on continue à mettre beaucoup d'emphase sur le programme des organiques pour les résidents, mais aussi pour des résidences multiples. On a environ 2300 propriétés à résidences multiples où ce que la Ville donne le service. Et pour leur donner leur service de la collecte de déchets, ils doivent se conformer au programme de bac vert. Donc, c'est de travailler avec ces propriétés-là pour s'assurer qu'ils deviennent conformes au programme. Donc, c'est un programme qui va continuer. Beaucoup de programmes aussi qui vont essayer de sensibiliser les résidents sur... C'est pas juste une question de où est-ce qu'on achemine nos déchets. Est-ce qu'on le met dans le bac vert ou dans le bac noir? Mais c'est comment est-ce qu'on réduit comme résident notre consommation de produits, mais aussi comment est-ce qu'on regarde pour des options avant de les mettre à la poubelle. Est-ce qu'il y a d'autres options pour... réutiliser. Donner. Absolument. Oui. Puis ce qu'on voit, c'est dans les dernières années, des sites qui ont vraiment pris beaucoup d'emphase sont des sites comme sur Facebook, de Buy Nothing, sans achat, où ceux qui participent sur le site peuvent juste indiquer « J'ai une vieille chaise, j'ai tel article à donner », puis de là, ça donne un peu un échange entre les résidents. Puis chaque article qui est échangé est un article de moins qui se retrouve dans la décharge municipale. Dans la décharge municipale. Exactement. Donc, c'est tous des programmes qu'on veut essayer de sensibiliser les résidents. Donc, c'est pas juste... Ultimement, ce qu'on apporte à la décharge devrait être un petit pourcentage de ce qui reste. L'autre chose qu'on veut continuer à sensibiliser les résidents, c'est le fait que maintenant, la province a pris la responsabilité pour les matières recyclables. Donc, dans le passé, la Ville avait cette responsabilité. Maintenant, cette responsabilité relève de la province et plus spécifiquement des producteurs de l'empaquetage. Donc, le fait que c'est de la responsabilité de la province, la Ville n'a aucun... C'est plus un coût au niveau de la Ville. Donc, le plus que les gens peuvent utiliser leur bac vert, leur bac noir, c'est des coûts que la Ville n'engendre pas au niveau de gestion. Donc, si les gens veulent réduire leurs coûts, c'est un moyen très facile pour eux de minimiser les coûts, c'est vraiment de se faire valoir de ces programmes. On parle du bac vert, on veut continuer à encourager les résidents à utiliser leur bac vert au niveau de matière organique. Et la raison pourquoi cela est si important, c'est peu importe la solution qu'on envisage dans le futur, que ce soit un nouveau site d'enfouissement, que ce soit une technologie alternative, soit un incinérateur, aucune solution, vraiment, on va dire, la matière organique n'est pas compatible avec aucune de ces solutions-là. C'est avec, au niveau des matières organiques dans le centre, dans un site d'enfouissement, lorsque ça décompose, c'est la matière organique qui génère plus ou moins le méthane, tous les gaz à effet de serre sont produits à cause de la matière organique qui décompose. Si on va vers un incinérateur, la matière organique est vraiment une matière qui est très mouillée, qui est vraiment pas compatible avec un incinérateur.
L'autre chose, c'est qu'on essaie de maximiser aussi ce qu'on peut faire avec cette matière organique-là. Il y a des sous-produits qu'on peut produire au niveau d'énergie alternative aussi qui peuvent donner certains bénéfices additionnels. Donc, on va continuer à mettre l'emphase sur vraiment la séparation de la matière organique, les matières recyclables, pour qu'en bout de ligne, que les déchets qu'on doit gérer, c'est vraiment la quantité la plus minime qu'on peut. Puis ça offre aussi une réduction des coûts aux résidents parce que le plus petit, le volume qu'on doit gérer, bien, ça nous aide aussi à réduire les coûts de cette gestion. Alain, merci beaucoup pour votre grande connaissance en la matière. C'était vraiment un grand plaisir de vous accueillir pour parler de déchets et de la limite de 3 articles. Avec plaisir. Et oui, c'est la fin du balado, mais non de la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes dont vous avez entendu parler ici. Soyez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la Ville d'Ottawa, durant lesquels Ottawa discutera de choses tout à fait différentes. Et pour se quitter dans le plaisir, écoutons avec bonheur notre indicatif musical avec Sea Riff par JMT.